Bonsoir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans l'entretien grand format de ce dimanche 31 mars 2025. Exceptionnellement, nous avons enregistré l'émission chez l'invité du jour, Monsieur Candide Azanahi, président du parti Restaurer l'Espoir. Je le reçois avec mon confrère Herbert Wimbo de la télévision TVC. Entretien. Il y a exactement 8 ans, vous avez quitté le gouvernement du président Patrice Talon. Pourquoi chaque année vous jugez important et utile de commémorer ce départ du gouvernement de la rupture? Démissionner est un acte très important lorsque on est en face des problèmes de la nation, lorsque on prend en compte les difficultés qui peuvent advenir lorsque vous jouez à de la complaisance et à de la compromission. Ma démission est un des plus beaux cadeaux que j'ai pensé donner à mon pays pour honorer ma conviction politique et pour honorer aussi ceux qui m'ont appris un peu que l'homme est question de dignité. L'homme ne peut pas se résumer simplement au privilège d'un pouvoir. Et comment c'est un cadeau des années après? Comment ce cadeau-là se matérialise? Ça se matérialise par ce qui se passe. Imaginez un instant. D'abord, je vais revenir sur quelque chose qui doit motiver la démission de toute personne qui a un respect des valeurs et des principes. Quand est-ce qu'un homme politique doit évaluer et prendre la décision d'une démission? Il y a l'angle zéro, qui est la posture préélectorale. Lorsque le candidat fait face à l'opinion, suscite le mandat populaire, le suffrage populaire au nom d'un programme, au nom d'un discours, au nom d'un contenu. Donc c'est sur cette base-là que les populations vous portent au pouvoir en matérialisant leur confiance à travers les urnes. Donc lorsque des citoyens votent pour vous, ils votent un programme, ils votent un rêve, un idéal, quelque chose dont ils attendent l'application. Et là, c'est l'instant zéro pour l'homme politique, c'est le référentiel de départ. Mais lorsque l'homme politique quitte le stade de candidat et va au stade d'homme élu, donc en situation de gérer la plus haute charge de l'État, il y a une différentielle automatique. Ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus les mêmes réalités. De là, nous partons de l'instant zéro à un instant T, peut-être, l'aiguille qui engage la nation, qui engage l'action publique, et l'aiguille par rapport à laquelle les citoyens, chaque fois, vont venir vérifier pour voir si on les conduit par rapport aux engagements ou si on se perd. Lorsque nous partons de zéro, peut-être à 30 degrés, on pense que oui, on peut gérer. Mais lorsqu'on part de 0 à 180 degrés, on est dans le contraire de ce qu'on a dit. Et l'homme politique responsable et sérieux, chaque fois que l'écart tourne au-delà de 45-90 degrés surtout, et va vers l'inverse, l'homme politique sérieux doit appeler le candidat qui est devenu leader, il doit l'appeler, il doit l'interpeller au nom des populations. Et s'il appelait celui-là, il lui demande où allons-nous, ce n'est pas ce qu'on a dit, la personne doit pouvoir donner des explications sérieuses pour prouver que nous ne sommes pas dans l'imposture. Et chaque fois qu'il y a l'imposture, l'homme politique n'est plus engagé, il doit démissionner. Mais s'il ne démissionnait pas, il devient un trompeur. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Patrice Talon. Mais lorsque Talon vient, avant de venir, il était en exil, et il dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Que lorsque lui va arriver, il fera en sorte que le pouvoir exécutif ne soit plus surpuissant. Regardons-nous. Est-ce que sous Patrice Talon, le pouvoir exécutif a cessé d'être surpuissant? C'est un grief majeur sur la question de la révision de la Constitution. Parce que c'est le grief, ça. Sur la question de la révision de la Constitution. Le débat n'a jamais été qu'une Constitution ne peut pas être révisée. Mais le débat porte sur deux choses, la procédure et le contenu. Est-ce que Patrice Talon a le droit de réviser la Constitution en mettant en cause, en marchant sur les moyens prévus par la Constitution pour la réviser? Aucun Béninois ne peut lui conférer ce droit. Vous pensez est-ce qu'il y a guerre, est-ce qu'il y a état d'urgence, est-ce qu'il y a catastrophe naturelle pour que Talon décide de réviser la Constitution en procédure d'urgence? Mais ça a été fait en 2019 et ça n'a pas induit un troisième mandat de facto. Non, madame. Pour le mandat présidentiel ne peut pas être ce qui va nous motiver à être contre une révision de la Constitution. Nous serons contre une révision de la Constitution lorsque la révision intervient en violation des dispositions prévues pour réviser une Constitution. Et là-dessus, Patrice Talon a tort. Il veut réviser une Constitution en procédure d'urgence. Il a tort. Il veut réviser une Constitution en marchant sur le principe à valeur constitutionnelle qu'on appelle le consensus national. Alors que, madame, il y a eu 2 décisions de la Cour constitutionnelle qui ont enfermé toute révision
dans le respect strict du consensus national, et au point où le consensus national a été élevé au rang de principe constitutionnel. Mais lorsque nous parlons même de la révision intervenue en 2019, madame, c'est une calamité. Vous savez, la première tentative de révision en procédure d'urgence par Patrice Talon, c'était le 4 avril 2017. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dû démissionner avant, parce que je ne suis pas un homme déloyal. Et c'était quoi le projet en ce moment-là? C'était d'introduire quoi dans la Constitution? N'allons même pas vers le projet, madame. Allons déjà sur la forme, parce que la forme vaut le contenu. Réviser une Constitution en procédure d'urgence est interdite. Il a échoué, parce que moi j'ai démissionné le 27 pour faire échec à sa révision. Mais ça a été fait en 2019. Est-ce Madame, que je c'est vais pas vous un expliquer. échec pour vous? Non, c'est pas un échec pour moi. C'est une des plus belles victoires. Le peuple en tire déjà les dividendes. Il a échoué le 4 avril. Mais il ne s'attendait pas à cela avec Djogbenou. Il pensait qu'il passerait dessus comme dans un champ de maïs. Mais non, on lui a mis échec. Ils sont revenus à la charge en juillet 2018. On les a mis en déroute. Et c'est cela qui a fait que Djogbenou a dit juste après ça, nous ferons la politique par la ruse et la rage. Et c'est lorsqu'ils ont échoué la deuxième fois qu'ils ont introduit maintenant les réformes politiques. C'est pour sanctionner, punir et exclure tout ce qui peut faire entorse à la révision. Dans la loi portant charte des partis politiques, ils ont mis des obstacles infranchissables. Ils ne peuvent pas appliquer la charte. Aucun d'eux n'était capable, ni UP ni BN n'était capable de le faire. Donc ils étaient KO debout. Et comme ils sont KO debout, ils ont inventé une tricherie grandeur nature qu'ils appellent certificat de conformité. Et ce certificat de conformité, couplé avec le code électoral, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'exclusion. C'était des lois punitives. Le 25 février, quand on était avec la coalition de l'opposition, qu'est-ce qu'il a dit? Si moi j'étais à votre place, regardez, écoutez Talon, si moi j'étais à votre place et que je vais aller aux élections, de cette nuit, je vais tenir des congrès, je sais comment il va faire. Nous sommes le 25 février, la clôture des dossiers au 26 février. Nous étions dans son bureau jusqu'à 19h, 20h. Ce monsieur nous dit d'aller faire congrès la nuit et de lui amener les papiers. Mais ceux qui n'ont pas cru et qui ont manifesté même des divergences, pas même des oppositions. Prenez Maître Adrien Mbédi avec son PAD. Ce n'était pas une opposition. Nous étions une opposition. Mais Mbédi, le PAD n'était pas une opposition, c'était simplement une divergence. Même Claudine Prudencio, qui a fait tout, ce n'était pas une opposition à Patrice Talon. C'était une divergence. Mais vous, aujourd'hui, vous avez refusé de faire de l'opposition, vous êtes dans la résistance. C'est comme si vous faites la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est la solution? J'ai un plaisir à écouter vos questions parce que, vous savez, lorsque Talon a fait ça pour exclure les gens, il a abouti à un parlement monocolore. Mais les autres partis... J'ai été à la conférence nationale. Et la conférence nationale n'est pas une option facultative. C'est une option principale. Je n'accepte ça. Et à partir de là, je n'ai plus une option oppositionnelle. Je ne suis plus opposant. Je suis résistant. Pourquoi je suis résistant, madame? La révision de 2019 a été possible parce qu'on a chassé la contradiction et la divergence du Parlement. En chassant la contradiction et la divergence du Parlement, on a un Parlement monocolore. On n'a plus le peuple. Cette révision n'est pas légitime. Parce que les batailles politiques doivent se faire sur les mots et les concepts. Si vous refusez la bataille sur les mots et les concepts, vous n'avez plus d'occasion pour parler des conséquences et des causes, ni même de la réalité. Ce n'est pas une politique de chaise vide. Parce qu'il y a une différence entre chaise vide, chaise d'indignité et chaise électrique. Moi, je peux m'asseoir sur une chaise électrique, je l'ai dit. Et vous êtes sur quelle chaise? La chaise du peuple. Vous savez, parfois, ça prend le temps que ça va prendre. Mais ça finit toujours. C'est une certitude. Talon n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que vous allez voir la suite. Il n'ira nulle part. Et tous ceux qui l'ont aidé n'iront nulle part. La preuve, vous les voyez un à un. Vous les voyez un à un. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en parole, il ira à Misredi. Justement, et vous aurez un candidat? Comment RE se prépare? 2026, c'est pas loin. Le dépôt des dossiers, c'est en octobre. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. Parce que tout ce qui est projeté sur 2026, à quelle source, madame? C'est dans la mafia qu'on dit oui, oubliez, c'est déjà passé. C'est dans la mafia qu'on dit que le passé est derrière nous, avançons. En politique, on construit chaque pas du présent et chaque projection du futur sur le passé. Or, quelle est la source du pouvoir de Talon aujourd'hui? C'est le Parlement monocolore
de 2019, c'est les copains partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut. Mais là, il dit qu'il s'en va en 2026. Il s'en va. Qui lui a dit qu'il va où? Qui lui a dit de ne pas aller? En quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Ce n'est pas croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole dans son mais ça, il fait de la rhétorique. Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas croire à Talon. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Ne ramenez pas Dieu dedans. C'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal. On parle d'argumentation ad rem. Qui a forcé Patrice Talon pour dire je ferai du mandat unique une exigence morale? Je vais vous faire une confidence. Le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon, il y a Saka Lafia, il y a Djogbenou, et après Djogbenou, il y a l'autre là, Bokar Olivier. Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on le sait le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Parce que techniquement, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yahya Boni ne permet pas pour que lorsqu'un président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Les 5 ans là, il y a un faux dedans. Si vous saviez que c'était Patrice Talon, pourquoi vous l'avez suivi? Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer. Celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, un homme de parcours, théoricien et praticien, sac au dos et théorie. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui a à partir du temps moderne du pays. Je connais le type de personnalité. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yahya Boni, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point. À peine les projets vont commencer par sortir et vous allez partir. Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer les dossiers. Qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait... Non, c'est un mandat. Non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. La même personne, Patrice Talon, je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il fait 45 jours dessus. Pas un parlement partial monocolore. Dans Jeune Afrique, parlant de Jeune Afrique, le président de la République s'est exprimé juste après le procès d'un de vos compagnons que vous avez évoqué tout à l'heure, Olivier Boucon, mais dans ça, il a parlé des embellies économiques. Est-ce que 8 ans après, vous ne regrettez pas d'avoir participé à cette embellie? Non, vous êtes dans un registre négatif quand vous parlez de regret. Moi, je n'ai pas de regret. Moi, je dis que quelque chose est beau, un beau cadeau. Comment je vais regretter ce qui est beau? Talon n'a fait aucun travail. Talon fait de... Vous savez ce que Talon fait? Il fait de la brillantine pour manipuler. Ceux qui n'ont pas encore été sevrés de la villageoiserie. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien vu, à qui on met asphaltage pour... Vous savez ce qu'on appelle asphaltage? C'est de bitume sur des routes déjà tracées depuis Maga. C'est ça qu'il fait? Talon ne fait rien. Donc vous n'avez rien noté de positif? Les services dématérialisés, avoir son casier judiciaire en ligne en 48 heures. Avec ça, on peut solder ça par les morts? Non, on peut solder ça par la dictature? C'était pas là la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un point positif? Est-ce que si lui n'était pas là, quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ça? Ce que tout le monde peut faire, lorsque quelqu'un fait, on ne l'applaudit pas. Mais personne ne l'a fait avant lui. Ne répétez plus jamais ça. De 60 à je vous retourne à 58. Je vous retourne à 58. Est-ce que nous avons vu les services dématérialisés? Est-ce que l'informatique était venue en 1960? Non. Pourquoi vous voulez que l'informatique qui n'existe pas en 1960, que Maga fasse ça? Vous parlez de 60, je vous remonte à 58. Vous savez comment Cotonou était en 58? Vous savez à combien d'années Maga a fait tout ça? Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Mathieu Kéré, avec tout ce qu'il a eu, des hauts et des bas. Mais écoutez, vous voulez comparer Patrice Talon à Maga? C'est dangereux. Il n'y a pas commune mesure. Maga a posé le plan directeur cadastre de développement du pays, urbanisme et tout et tout. Vous savez où était Cotonou avant? Où se situait Cotonou avant? Vous savez pourquoi on parle de Saint-Jean-Baboudo? Mais on peut dire ça aux enfants qui sont nés maintenant sous WhatsApp. Mais vous n'êtes pas nés sous WhatsApp, vous ne pouvez pas dire ça. Mais Internet n'a pas commencé en 2016, non? Internet a commencé en quelle année, madame? Vulgarisation. Madame. Non, monsieur le président, mais la corruption a reculé, non? À quoi? La corruption a reculé avec il y a un déplacement des corrupteurs. C'est-à-dire? Il y a un déplacement, un transfert de la corruption et des corrupteurs. Ils se sont déplacés d'où vers où? De qui parlez-vous? Mais écoutez, vous savez très bien de quoi je parle. Votre confrère dit que la corruption n'existe pas. Mais je lui dis... A reculé. A reculé. Mais je lui dis non. Parce que la corruption est multiforme. Le délit d'initié est une corruption. L'opacité couvre une corruption.
L'exclusion couvre une corruption. Qu'est-ce qui est opaque? Tout est transparent selon vous. Monsieur, nous constatons qu'on juge les gens régulièrement à la criette. Pour des qui juge qui? Nous sommes dans un régime de séparation de je vais vous donner un exemple. On juge les gens dans ce pays. On a jugé tous ceux qui pèsent des actes de corruption et de faux. On les a jugés tous. On a rouvert tous les dossiers. Quel dossier on n'a pas ouvert, par exemple? Je ne veux pas enflammer la République. Gardons un peu de temps. On a ouvert par exemple le dossier d'Ainvo. Et on a vu votre communiqué quand vous étiez au gouvernement. Ce n'est pas mon communiqué, c'est le communiqué du gouvernement, du Conseil des ministres. J'ai été à l'école. Sur l'affaire d'Ainvo, j'ai lu un communiqué du Conseil des ministres. Quand j'ai fini, je n'ai pas mis candidat Zanaï. Vous apparteniez à ce pouvoir. Et qu'est-ce que ce communiqué a dit? Vous êtes comptable de ce que le communiqué... Ce communiqué a dit quoi? Ce communiqué n'est pas mon communiqué. Ce n'est pas le communiqué de Yahi Boni. C'est le communiqué du gouvernement. Vous étiez le porte-parole. J'étais le porte-parole. J'ai rédigé, j'ai signé au nom du gouvernement et j'ai mis... Et quand vous parlez même du gouvernement, Patrice Talon était loin du pouvoir de Yahi Boni. Dites-moi qui était loin du pouvoir de Yahi Boni parmi ceux qui s'estiment et se mettent dehors. Un événement a lieu dans le pays le 17 août 2010. J'ai été nommé au gouvernement le 18 juin 2010 en tant que ministre de l'Industrie. Et puis, le 19 juillet, un mois après, on m'ajoute un nouveau décret qui me donne le porte-parole du gouvernement. Je suis dans le gouvernement, un événement grave comme ça a eu lieu. Est-ce que vous m'avez vu prendre une décision, une déclaration intuitive personnelle? Vous ne verrez pas. Mais qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Je ne suis pas juge pour savoir quelque chose de dossier d'Ainvo. Être dans le gouvernement, je sais ce que le gouvernement sait. Et ce que le gouvernement sait, c'est ce qui a été lu dans le Conseil des ministres, c'est tout. À défaut, appelez tous les membres du gouvernement. Je n'ai aucun acte personnel dedans. Vous m'avez vu à Rome, quand ils sont allés à Rome faire des choses. Vous m'avez vu là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Ce n'est pas mon rôle. Je n'étais au courant de rien. Mais dans les coulisses, qu'est-ce qui se disait sur cette affaire que... Moi, j'étais au courant de rien. Je ne suis pas morguier. C'est les morguiers et puis les fossoyeurs ou bien les exhumeurs ou les laborantins de ceux qui font des autopsies. C'est leur problème. C'était une affaire grave dont toute la République parlait. Donc vous, ministre, vous étiez comme porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas enquêteur du gouvernement. Je suis porte-parole du gouvernement. Donc, je ne peux que porter une décision commune collégiale du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole de Yahi Boni. Yahi Boni a un problème, il va défendre lui-même. C'est le gouvernement que moi je défends. C'est tout. Pour en revenir à l'affaire, vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui sur l'affaire? J'en connais rien. Je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas officier de police judiciaire, je ne suis pas procureur. Au demeurant, je vais vous dire pas au demeurant. Quelque part, il va vous dire d'Ainvo un frère d'enfance. Ah, vous le connaissiez? Non seulement je le connais parce que c'est un frère d'enfance. La famille, les d'Ainvo. La maison de mon père et leur maison, ça se trouve au même endroit dans le quartier Saint-Rita qu'on appelle quartier Abidjan-Kodji, l'un des quartiers chauds de Cotonou d'antan. Si vous cherchez les meilleurs jeunes de ce temps-là à Saint-Rita, demandez Saint-Rita Kolatissa. C'est les frères jeunes d'Ainvo, sa maison, non loin de l'église Saint-Rita. J'ai fréquenté avec son frère. J'ai fait l'université et l'école normale sup avec son frère ici, à Porte-Novo. C'est la famille. Mais vous comprenez quel désarroi, quelle peine à vouloir monnayer cette affaire à sens et à conscience. Non, ça mérite respect. Et la famille d'Ainvo, tout ça, ils ne méritent pas ce qui se passe. Ils ne méritent pas. Et puis c'est une grande famille, c'est une famille très respectueuse. Parlant d'amis aussi, je ne sais pas s'il est votre ami. Olivier Bokor, il est votre ami? Vous savez, le mot ami a un sens pour moi. Moi, je n'emploie pas le mot ami comme passe-partout. Non. Lorsque vous appelez ami quelqu'un, la personne, vous pouvez vous mettre nu devant la personne. L'ami, c'est celui avec qui vous n'avez rien à cacher. Je n'en ai pas. Je refuse d'en avoir. Je refuse d'en avoir. Je conseille à mes enfants de ne jamais avoir un ami. Le seul ami qu'on peut avoir, c'est soi-même. Bokor, Talon, tout ça, c'est pas des amis. Je n'en ai pas. Mais Bokor est un frère. Il est un frère, quelqu'un que je respecte. Il est un frère. Vous voulez parler de Talon? Posez votre question. Vous voulez dire un Talon et moi? Vous êtes des amis? Non, on n'est pas des amis. On n'a jamais été amis. Et vous étiez quoi? Jusqu'à ce que vous avez dit qu'il était le meilleur candidat, que vous êtes battu. On a failli même pas vous enlever, mais vous enfermer ici. Vous avez suivi tout ça. Vous estimez que vous n'êtes pas des amis? Vous vous êtes sacrifié, péril de votre vie? Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des partenaires politiques. Et j'ai appris à jouer ma partition. Si j'ai un accord avec vous, je fais ma partition. Je l'ai fait par plaisir, par amour pour le pays. Vous parlez d'Olivier. J'ai appris des... Il est actuellement dans le pétrin. Vous avez dit que quand un ami est... Bon, pas un ami, quand quelqu'un est dans le pétrin... Un frère dans le pétrin, il faut aller à son secours. Olivier, il est condamné à 20 ans pour complot contre l'autorité de l'État avec l'ancien ministre
des sports. Vous avez appris tout ça là. C'est un frère. Qu'est-ce que vous faites pour aller le sauver de ce pétrin? Écoutez, vous devez me rendre un témoignage. Lorsque l'affaire Omeki Bokor Talon a commencé, dites-moi dans ce pays, l'homme politique qui a réagi, qui a pris fait et cause pour Bokor Olivier. C'est moi, non? Vous l'avez appelé? À quand remontent vos derniers rapports, vos derniers contacts? Je n'ai pas besoin d'appeler un ami, ou un frère du moins, avant d'aller au secours d'un frère. Lorsqu'un frère est dans une difficulté, vous n'avez pas à l'appeler. Lorsque l'incendie prend la maison de votre frère, vous n'avez pas à lui dire non. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. Et observez très bien, dès que le procès a été ouvert, je n'ai plus fait de déclaration. Et je n'ai fait d'intervention que sur les choses qui sont tombées dans le domaine public par une autorité judiciaire ou par le procureur. Sur ce qui n'est pas tombé dans le domaine public, je n'interviens pas. Et c'est seulement lorsque le procès a semblé fini et qu'on a distribué les peines qui sont comme des standards que j'ai compris que tout était flou. Les institutions de la République ont sorti un communiqué pour appuyer ma consoeur qui dit que c'est une affaire assez grave. Vous avez lu le communiqué? Écoutez, les présidents d'institutions qui osent écrire, qui se mettent du côté du chef de l'État. Dans quel pays? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Le président de la Cour suprême, c'est leur rôle. C'est des juridictions. À la limite, ils peuvent laisser les autres là faire. C'est des juridictions qui peuvent être amenées à connaître des dossiers qu'on pense être clos aujourd'hui. C'est pour ça que le juge, le responsable d'une institution juridictionnelle doit avoir de retenue, d'obligation de réserve. Je n'ai rien contre personne, mais je raisonne factuel. Et j'ai dit, je suis contre. La République existe avant tout cela. Pour l'instant, les lois sont en place. Le parti Restaurer l'Espoir, est-ce qu'il participera aux élections générales de 2026? Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence en politique. Parce que l'homme politique doit être un homme crédible. Le parti Les Démocrates est allé aux élections législatives. Après quel travers? Ils sont passés par quelle couche faudine? C'est la même chose en 2026. Vous croyez que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2023 sera différent en 2026, alors que 2026, c'est la tontine, c'est le ramassage de tout ce qui a été fait. C'est à ce moment-là que Talon va dire aller aux élections. Et qui va ramasser cette tontine? C'est la tontine de qui? Madame, en 2026, les élections vont se dérouler exactement comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique qui dit, est-ce que vous n'allez pas avoir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Chez nous, le président a dit, mais qui sait? C'est une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous sous-entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Humpé, Djemba et des candidatures à la Kowi Akosa. C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Mais vous pensez que 2026 c'est une élection? Et vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? Mais je ne reste pas sur la touche. L'opposition dit qu'elle présentera des candidats. L'opposition les découvre. Ils ont un cadre de concertation qui se réunit régulièrement. Ils disent qu'ils participeront aux élections. En dehors de l'opposition de la résidence nationale, on a du mal à vous situer exactement. En dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ne prendront pas aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Ils prendront part. Il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yahi pour présenter un candidat. Et Yahi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps,
Les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassés ici. Donc pour vous, il y a une entente qui est en train de... Il n'y a pas une entente. Il y a une hypothèse d'entente qui est soulevée. Vous savez, en politique, et comme dans la vie, moi je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif, alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Prenez cette hypothèse. Parce qu'il faut que Yahi parle, il faut que Yahi dise non, je ne ferai pas de candidat commun avec Patrice Talon. Et moi, je ferai des pressions sur Yahi, sur les démocrates, pour qu'ils parlent au peuple réellement, qu'ils sortent de ce petit jeu. Parce que ce petit jeu va les rattraper. Talon, cette question ne peut même pas venir de Jeune Afrique. Et si on parlait, mais Jeune Afrique parlait comme ça, Talon devait dire non. Il ne devait pas laisser en l'air comme ça. Laisser comme ça, c'est que c'est possible. En analyse du discours, tout ce qu'on invite dans le discours est possible. On débat de tout ce qu'on invite dans le discours. Si vous ne voulez pas qu'on parle de quelque chose, n'invitez pas la chose dans le discours. La question est intervenue peut-être parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire que tout est possible en politique. Madame, je pouvais aujourd'hui vous parler, mais je ne parle pas aujourd'hui. D'ici quelque temps, je vais parler. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Le problème n'est plus question de dauphin de Talon, mais quelle clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare. Les pouvoirs du président de la République, tel que conçu en 1990, tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Et ce quelqu'un viendra d'où? Puisque vous semblez voir un peu ce qui va se passer. Parce que les Béninois se demandent aujourd'hui, on ne sait pas qui sera candidat, à plus forte raison de savoir qui sera président. Vous semblez avoir une boule de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal, je suis un ancien. C'est-à-dire, vous-même, regardez-moi. Quand les anciens ont fini là, quel est le petit frère des aînés? Je suis le petit frère des aînés et le grand frère des petits. Ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Vlavonu, au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Et il va jusqu'à dire oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple. C'est ça. Et quand il finit ça, il dit quoi, madame? Il dit qu'il s'agira de la refonte complète du système. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Donc l'attention des Béninois doit être dans 3 directions. La première direction, c'est le processus de dévolution qui est en cours. La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller et comment répartir ces prérogatives, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est les trois hypothèses-là que nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué. Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution Azanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance. Ça s'appelle un dialogue politique national. Parce que si on le veuille aujourd'hui, demain ou après-demain, ça se réglera par un dialogue politique inclusif. Parce que sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Je vais vous donner un exemple sans appeler de nom. Dans quel état psychologique peut être ceux qui ont été évincés, écartés autour de Talon? Je n'appelle pas de nom. Regardez-les un à un et bientôt d'autres seront écartés. Ok. Je vous dis, madame, je ne veux pas appeler, sinon on va parler de harcèlement par voie électronique. Non, mais il y a des mais vous connaissez solides. Déjà. Nous avons des partis solides, il y a l'UP, le Renouveau. Aucun parti n'est solide. Le plus grand parti. Aucun parti n'est solide. Je vais vous le dire, ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Mais vous êtes sur la même liste. Quelle liste? Des partis enregistrés officiellement au Bénin. Oh, madame, l'enregistrement de Restaurer l'Espoir est juste une tactique. Nous n'en faisons rien. Et un parti politique, quand il y a une dictature, n'a aucune valeur. Vous avez la latitude de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire qu'il y a démocratie. La dictature, c'est le Parlement monocolore. Tenir sa légitimité de Parlement monocolore, c'est une dictature. Allez dire à des gens comme nous d'aller faire congrès la nuit et d'amener le débat. C'est passation de marché, ou bien appel d'offres. Un congrès. Alors que des gens sont en Matéri, Bagounou, ils vont venir faire un congrès. Et ça là, j'ai trouvé des gens dans la presse, des gens dans l'opinion, qui disent qu'ils sont incapables de faire mise en conformité. Ils sont incapables de faire mise en... Maintenant, nous sommes incapables, non. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de parler? Pourquoi Djokovic ne fait pas campagne? La campagne n'a pas encore commencé. Il n'a qu'à se lever et dire qu'il est candidat. Il n'a qu'à exprimer, non. Pourquoi il n'exprime pas? Qu'est-ce qui le disqualifie?
Rien ne le disqualifie. Moi, j'ai dit, il n'a qu'à faire. Excusez-moi la grossièreté de mes propos. Quiconque parmi eux a les couilles, a les testicules, n'a qu'à faire. Jusqu'au moment où Talon a dit, moi, Patrice Talon, j'attendrai. Jeune Afrique, non. Talon a dit la réponse dans Jeune Afrique. Pourquoi il a répondu, non? Il va attendre le plus longtemps possible pour ne pas perturber. C'est ça les réformes. C'est à ce à quoi les réformes ont abouti. Ce ne sont pas des réformes. Il faut marquer ce système sur les principes. Il ne peut pas faire les principes. Quand on dit mais que Talon fait développement, il fait tout. Quelqu'un m'a dit il fait Vodou-Ndézi. Vodou-Ndézi, c'est le prérogative de l'État. Ce n'est pas pour l'État. Et personne n'a développé un peuple avec le folklore. C'est du folklore. Vous êtes descendant d'inspecteurs des cultes de Ouagadougou. Je dis que c'est du folklore. Cette mise en lumière du Bénin sur... C'est du folklore. Touristique. C'est du folklore. Les peuples se développent sur la spiritualité et la culture. C'est pas du folklore. C'est pas sur du folklore qu'on se développe. Le folklore développe les peuples qui veulent vous asservir. En faisant du folklore, vous faites du tourisme folklorique. Vous ne vous appuyez pas sur ça pour développer. Pas du tout, c'est du folklore. Et le Vodou-Ndézi n'est pas une affaire de la République. Ça doit être une affaire des royautés. Et surtout des royautés fonds. C'est le roi d'Abomey. On doit retourner le Vodou-Ndézi au roi d'Abomey. Il va lui donner un autre nom. C'est aussi le Nord. Le Vodou-Ndézi n'est pas du Nord. Je ne vais pas rentrer dans leur concept de Vodou-Ndézi. Je parle de Tofa. Le Tofa n'est pas du Nord. Le Tofa est inscrit dans le royaume d'Abomey. C'est une propriété du roi d'Abomey. On retourne le Tofa au roi d'Abomey. Point barre. Mais si on veut créer une cohésion du nord au sud, il faudrait bien que ce soit sur le... On ne fera pas une cohésion comme ça. Cette cohésion n'existe pas. Ce qui se passe là n'est pas bien. Donc pour vous aujourd'hui, la solution, c'est le dialogue national. Si Patrice Talon vous appelait à un dialogue national demain, vous serez prêt à y aller? Pourquoi je n'irai pas à un dialogue national? Le but ultime de la résistance, c'est la réconciliation. C'est le dialogue politique national. Dialogue ou assise? Ce n'est pas question d'assises. Je parle de dialogue politique, dialogue national inclusif, DNI, qui est différent du dialogue politique inclusif. Le dialogue politique est circonscrit aux hommes politiques. Le dialogue national intègre toutes les forces vives de la nation. C'est une autre conférence nationale? Non, justement. La conférence nationale est un autre format. C'est pour en découdre avec le PAPB dans le sillage de l'effondrement du mur de Berlin et du triomphe du capitalisme libéral et de la chute du communisme. Il faut un nouvel ordre mondial dominé par le néolibéralisme. Et dans ce contexte, la conférence nationale s'intègre de manière fondamentale. Ce n'est pas un avis. C'est ça la question fondamentale de la conférence nationale. Mais ici, c'est un dialogue national inclusif pour réinitialiser ce que Talon a désorganisé. Parce que si on ne le faisait pas, on n'aura jamais d'équilibre. Mais nous sommes dans un désordre. Quand on parle même de phare et de tout ça, mais où est-ce qu'on met les chefferies? Mais il y a un problème. Il y a une loi actuellement qui a été votée pour réorganiser le royaume et les chefferies. Vous vous trouvez? Le débat sur les chefferies est faussé. On peut dire que oui, il y a quelque chose qui est fait, mais c'est faussé. Donc pour vous, c'est un point positif quand même, c'est ça? Écoutez, je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas me faire de la peine. C'est quelque chose déjà de reconnaître que les chefferies représentent quelque chose de fondamental et de principal dans le pays. Mais il faut avoir le courage d'aborder la question. L'Occident, le blanc, le colon, quand il est venu, il a pris le pouvoir chez qui? Il a pris le pouvoir des mains de nos chefferies. Personne n'a pris le pouvoir des mains de citadins comme ça et autres là. Donc la question de l'indépendance même doit être interrogée avant de parler de la question des chefferies. Je vais vous donner un exemple. Au Maroc, quand ils ont arraché le pouvoir, pour retourner le pouvoir, on a retourné au roi marocain. Même en Libye, avant que Kadhafi ne vienne et tout ça là. Mais dans nos zones en Afrique, on a retourné le pouvoir qui. Il faut questionner cela et faire une autre lecture de la notion de chefferie par rapport à notre sociologie. Mais au Bénin, on est dans une république. La république est venue, la république est factuelle, c'est une réalité, je n'en disconviens pas. Mais la diffusion du pouvoir au sein de cette république doit interroger la dépossession des royautés et des chefferies. On doit interroger, sinon on fait un replâtrage. C'est ce que j'appelle le replâtrage de l'histoire. La loi sur la chefferie, telle que ça se présente aujourd'hui, je dis, quelque chose est là, mais nous ne devons pas faire, nous devons parler. Il y a beaucoup de choses à faire. Même en France, même en Italie. Pourquoi le Vatican a été isolé au cœur de l'Italie? Pourquoi la principauté de Monaco a été isolée au cœur de la France? Personne n'a pris le pouvoir des mains d'une république. Une fois que par le fait de l'histoire, on est venu à la république, si on veut faire une relecture du pouvoir, on ne doit pas réduire les voix
des chefferies à des ONG. Ils sont réduits à des ONG. C'est des ONG qui sont sous l'autorité, qui peuvent être malmenées à tout moment par les préfets. Les voix, nos chefferies ne peuvent pas être des ONG. C'est des chefferies qui détiennent, qui ont une légitimité traditionnelle. Parce que détenteurs des cultes et une influence socio-anthropologique sur les citoyens béninois. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire leur octroyer des pouvoirs sur leur territoire? On discute, on questionne l'histoire, on questionne les indépendances. Sur les chefferies, moi je l'ai abordé quand j'étais au Parlement il y a très longtemps, avec un député qui avait ce travail-là, qui était très acharné là-dessus, Karim Chabisika. Nous avions travaillé sérieusement là-dessus. Ce n'est pas dans ce sens. C'était dans quel sens? On organisait les choses dans un sens où nos chefferies doivent être des pouvoirs reconnus de manière à ce qu'ils soient des pouvoirs effectifs, mais qui n'ont pas, en essayant de limiter, de réduire les interfaces, qui peuvent faire des litiges avec le pouvoir moderne. Le pouvoir de la marina est un pouvoir moderne. Le pouvoir de la chefferie, aujourd'hui il y a des rois partout. Non. On ne peut pas avoir de roi partout, parce qu'il n'y avait pas de roi partout. Donc, on voit ceux qui ont été dépossédés par le colon, on le sait. Les documents existent, les archives existent. Nous, on les a. Et on fait la part des choses. Vous allez voir que le développement du pays, la paix, la cohésion, les choses vont se passer d'une autre manière. Quels seront, selon votre conception, bien ce que vous avez conçu dans le temps, c'est quoi les rapports entre le pouvoir central et ses pouvoirs traditionnels? Ça s'arrête où? Pour la marina commence où? Si je me mettais à vous expliquer des choses, on perdra tout le temps ici. Mais je vous dis qu'il doit y avoir la reconnaissance de l'histoire de dépossession. Celui qui est dépossédé, on doit lui retourner ce dont on l'a dépossédé. Regardez les choses là. C'est l'État aujourd'hui qui dit réhabilitation de tel palais. Réhabilitation de tel palais. Regardez l'état dans lequel on voit et autres là. Alors qu'on pouvait, comme dans d'autres pays, on pouvait faire la part des choses. Tout en étant un État moderne, mais pluriel et composite, dans lequel chaque structure est réhabilitée et a son rôle. Cela n'empêche pas que nous ayons la République moderne et autres là. Cela n'empêche pas. Dans certains endroits, on garde la République officielle, mais on a des principautés. Par exemple, moi, je rêve d'un Porte-Novo principauté. Je rêve d'un Niki ou de Sula principauté. Je rêve, par exemple, d'un Dahomey qui revient, qui est principauté. Mais cela ne gêne pas que nous ayons la République. Je rêve d'un fédéralisme à des endroits donnés pour permettre aux ethnies, aux micro-ethnies, au peuple de décider. Quand on va parler d'une loi sur la chefferie, on doit élargir l'horizon pour permettre que l'histoire se retrouve et qu'il y ait une réconciliation avec l'histoire. Il y a, on va dire, une décision, un acte qui a été salué par plus d'un, mais que vous avez déploré, c'est l'audit du fichier électoral, environ 160 millions de francs CFA qui seront consacrés à cet audit-là. Ça a été demandé par l'opposition. Voilà, le gouvernement a décidé de financer l'audit, mais vous trouvez que c'est pas positif. Je vais vous parler aussi franchement, madame, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça a été confié à une personnalité quand même qui fait l'unanimité. C'est du pipeau. C'est une diversion. Reprenons les choses chronologiquement. Le problème du fichier électoral a été évoqué quand? Ça a été évoqué le 27 novembre 2023. Et au cours de cette séance qui a eu lieu au Palais le 27 novembre, c'est à l'occasion de cet entretien que les gens ont posé le débat sur le fichier électoral par rapport à 2026. Mais au cours de cette séance, Patrice Talon tombe sur, saisit au bon cette histoire de fichier et dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Même moi, Patrice Talon, je vous dis, le fichier n'a aucun problème. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que technicité, top, tout et tout top. Mais si vous voulez, allez organiser les gens de l'opposition et autres là, les partis politiques. Et puis, si vous n'avez pas d'argent, vous, démocrates, vous ne pouvez pas cotiser. Moi, je vais donner, vous irez faire. Le débat est né. Nous sommes entrés dans une diversion grandeur nature. Pourquoi, madame? Et pourquoi ceux qu'on appelle les démocrates ne sont pas à la hauteur de ce dont ils ambitionnent être? 27 novembre. Vous posez ce débat, on vous dit ok, on finance. Lorsqu'on a jeté le financement, ça donne la paix. Mais le 5 mars, le 5 ou 6 mars, la loi électorale n'est plus la même. Le code électoral n'est plus le même. Or, il fallait que le code électoral ne bouge pas pour que la question qui était une question qui a gêné le fichier électoral soit réglée. Maintenant qu'on les divertit, on revient sur le code, on change le code. En changeant le code, on crée un nouveau problème.
une nouvelle difficulté dans laquelle ils sont tombés bêtement comme des enfants. La difficulté des 20%, la difficulté des 15% et la difficulté des 3/5. Vous allez voir l'irrésolution de ces messieurs du parti Les Démocrates. Ils restent là, ils vont voir des partis politiques, des chefs de parti. Ils disent, bon, venez. Ils sont partis, ils veulent faire fichier, audit du fichier. Eux-mêmes ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils veulent faire un audit du fichier. Donc c'est un problème politique. Mais à l'arrivée, ils abandonnent leurs responsabilités. Ils disent maintenant qu'ils donnent ça à la société civile. C'est plus transparent. Ce n'est pas transparent. Mais est-ce que c'est les politiciens qui vont auditer le C'est fichier? les politiciens qui ont réclamé l'audit. C'est les politiciens qui vont désigner faire. C'est pas la société civile qui va faire. Vous allez voir la suite. La suite, madame, vous n'avez même plus besoin d'aller loin pour savoir la suite. Vous avez entendu les gens de la société civile quand ils étaient devant Talon? Non, nous allons travailler pour vous. Nous jurons que nous ne sommes pas politiques. Nous sommes venus pour travailler pour vous. Pendant que Talon disait quoi? Talon dit, écoutez, Talon dit oui, dans le fichier, voilà les problèmes qu'il y a. Il y a ceux qui sont morts et dont on n'a pas enlevé parce que nous n'avons pas l'état civil des morts. Il enlève un problème. Et c'est le plus grand problème. Il dit, il peut y avoir les questions de ventilation, de liste de postes de vote et autres là. Et cela est dû à un bug. Mais ce n'est pas de mauvaise foi. Ils vident le second. Il reste quoi encore? Et là, ils vont trouver quoi? Alors qu'on a changé. On a changé. Au moment où moi, je criais, déjà dès le début, 2017-2018, je parlais de Safran. Je parlais de Ravip. Au peu même, j'avais même sorti l'allégorie pour dire Ravip, Dikbo. Quand il disait tout ça là, il se disait, j'ai dit tout ça. Il se taisait. Et c'est maintenant qu'ils se réveillent. Et ils repoussent leur responsabilité, vont accrocher le problème à la société civile. La société civile va faire quoi? Regardez les débats des autres devant Talon. Et on va faire tout. Non, on travaille pour vous. Comme vous avez fait l'audit de ça, comme vous avez fait le contrôle, on travaille pour vous. On ne le fera jamais. Et Talon dit, il ne faut pas que de ça là, on dise maintenant on n'ira pas aux élections. L'audit du fichier n'est plus rien du tout. Ça n'apportera rien. Des experts internationaux qui seront sollicités. Zéro. Experts de quelle nation? Le débat du Bénin, madame, c'est le code électoral. C'est les élections inclusives. Et ce code électoral est une élection, une élection exclusive. Ok, madame, souffrez lorsque vous entendez un Hunkwe Paul. Un Hunkwe Paul, souffrez lorsque un Hunkwe Paul dit, nous allons écrire au président Patrice Talon. Il va nous recevoir et nous allons lui demander les parrainages pour aller souffrir. Souffrir et pleurer pour cette République. C'est dangereux pour une nation que quelqu'un qui se dit de l'opposition dise je vais demander la permission au président de la République pour qu'il me donne les moyens pour aller aux élections. C'est l'échec cuisant total des réformes. C'est une calamité brute. Souffrez de ça. Et souffrez enfin lorsque journalistes internationaux disent au chef de l'État écoutez, est-ce que vous n'allez pas avoir candidat commun avec votre entre-griffe de adversaire? Qui n'en est pas. Parce que Talon fait du méga yaï. Le talonisme est l'achèvement du yaïsme. Le fichier électoral, c'est du pipeau. C'est le code électoral. Et dans le code électoral, le problème ici, c'est l'inventaire des obstacles qui amènent à l'exclusion politique. Et il faut les régler pour avoir l'inclusion politique. Enfin, tant qu'il y a des blocages, tant qu'il y a l'exclusion, moi je ne participe à aucune élection. Mon parti peut participer. Les gens autour de moi peuvent participer. J'ai tenu une réunion même. Votre parti, sans vous? Un individu, le parti ne se résume pas à moi. Mais si le parti participe, c'est que vous cautionnez. Non, je sors du parti. Ah, vous allez abandonner le parti? Bien sûr. Je me mets en marge de la République, je me mets... Vous savez, moi j'ai travaillé un peu sur le plan universitaire avec Sénèque et il est mon référentiel politique et philosophique et de vie. Sénèque dit, lorsqu'il est précepteur de Néron et qu'il a aidé Néron depuis l'âge de 14 ans et que Néron est devenu roi puissant tout et tout et que Rome était dans la décadence tout et tout et que c'était invivable avec les complots, les conspirations, exactement comme ça, les conspirations de coups d'État, les conspirations de prison, les ceux-là. Qu'est-ce que Sénèque a fait? Il s'est retiré. C'est là où il a écrit le De Otio ou de l'oisiveté. Le De Otio, c'est pas l'oisiveté du sage. Il se retire pour penser sur les mots de la République et proposer des solutions pour ceux qui vont continuer. Non, moi je ne suis pas le parti, je suis un membre du parti, je suis un membre influent, je suis un leader. Mais je peux être mis en minorité. J'ai tenu une réunion tout à l'heure avec le staff de Cotonou. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? J'ai dit aux gens de Cotonou, ceux qui veulent aller aux élections, de se décider pour aller. Donc ils ont le choix. Ils ont le choix. Avec le parti? Non, pas avec le parti. Mais comment? À l'étape actuelle, pas avec le parti, parce que le parti ira au congrès. C'est le congrès chez nous, c'est le congrès qui décide de l'orientation politique à la veille des élections majeures, pas des petites élections. Nous allons à une élection majeure, il y aura un congrès qui sera annoncé d'ici peu et la décision sera prise. Mais en attendant, individuellement, ceux qui veulent aller, je leur dis, ils ont trois choix.
Soit ils vont comme bon leur semble, ils démissionnent, ils s'en vont. Soit ils me le disent, ils disent où ils veulent aller, puis je peux les autoriser à aller. Ou troisièmement, ils ont un autre choix au Congrès. Ils vont peser sur la décision collective dans le cadre d'une orientation politique. C'est tout. Mais moi, institut personnel, je n'irai pas. C'est une affaire de patience, de santé et de vie. C'est une affaire d'opiniâtreté. Il faut être calme, il faut être serein. Bon, je vais aller aux élections là. Je vais avoir les parrains, vous, madame. Je vais les acheter. Je vais faire comme acheter Soui ou bien... Ils sont plus au Parlement. Les 27 mars, chaque année, je fais cet exercice pour rappeler que c'est beau de vivre sa dignité d'homme. C'est le dernier anniversaire cette année. Bon, aussi longtemps qu'on vit, en fait, ça ne se résume pas, Patrice Talon. Vous allez continuer? Je continuerai. Par célébrer le 27 Je continuerai. C'est pour les plus jeunes, ce n'est pas pour moi. Pour moi. Et avec mon parcours, j'ai eu quand même quelques petites étoiles méritées. Je n'ai pas besoin d'être président de la République avant de dire que l'histoire retienne que j'ai fait. J'ai fait de la politique. Moi, je suis heureux de mon parcours. Mais il faut dire aux plus jeunes, quand vous voyez comme ça, c'est comme ça finit. Quand vous voyez comme ça, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Rachida, nous sommes à la fin de cette entrevue. Je vous ai le soin de conclure cet entretien avec le président candidat Zanaï. J'avais tous les sujets avec vous, vous n'en avez plus? Oui, on a fait le tour de quelques questions d'actualité et merci de nous avoir accordé cette entrevue. On remercie les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, et sincèrement du fond de mon cœur. Et à très prochainement. Merci beaucoup.